Je vais donc en rester à ce qui est pour nous le danger le plus imminent et le plus préoccupant, puisque nous sommes directement impliqués, c'est-à-dire la situation au Sahel. Non pour l'envisager dans toutes ses dimensions, là encore le temps manque, mais pour me concentrer sur l'urgence. Je ne partage pas votre enthousiasme pour l'accord d'Alger et donc pour la réunion de Kidal. La vérité est que l'accord d'Alger est rejeté par les autorités de fait maliennes actuelles comme par les responsables de l'opposition qui s'étaient exprimés dans les grands mouvements de mobilisation populaire qui ont renversé le précédent président de la République. La situation est extrêmement instable et c'est dans ce contexte d'instabilité que, premièrement, je veux m'alarmer du risque d'élargissement de la zone, d'autant que certains de mes collègues y ont appelé, et que pour ma part, j'y vois surtout une source de danger et d'extension des dangers qui pourraient nous menacer si on ouvrait sans fin la zone dans laquelle les rapports de force militaires ont lieu aujourd'hui. C'est évidemment, je le dis en référence à la forme qu'a pris le G5, et puisque je parle du G5, alors j'en viens à l'environnement de ce G5 qui était précédé par un très grand nombre de manifestations populaires qui est extrêmement intense, extrêmement dense, contre l'annonce par le maréchal président Idriss Déby du fait qu'il briguerait un 6e mandat après plus de 30 ans de présence à la présidence. On sait que ce qu'il en coûte de soutenir au-delà du raisonnable des gens qui ne sont plus soutenables. Et je pense que c'est le cas du maréchal président. En attendant, les derniers événements de samedi ont montré que il était entré dans une logique que je qualifierais, moi, de folle, mais tellement conforme à ce qu'il en est. La garde présidentielle, dirigée par son fils, a pris d'assaut le domicile de M. Dillot, l'un de ses opposants, et il en est résulté 5 morts, dont la mère de M. Dillot, ainsi que son fils, pour ne rien dire des 3 autres qui méritent tout autant notre attention. Dans ce contexte, et compte tenu de l'environnement et du danger que cela représente, le secrétaire général de l'ONU a fait connaître sa condamnation et sa préoccupation. Peut-être ai-je mal suivi, monsieur le ministre, la France a-t-elle dit quelque chose? Et dans ce cas, quoi? On a envie de vous entendre sur le sujet, peut-être. En tout cas, quand je suis arrivé ici, j'en étais pas encore informé. Il est vrai que j'étais dans l'hémicycle. Monsieur Déby n'est pas un facteur de stabilité, c'est un facteur de déstabilisation dans la zone. Et quelle sera donc notre attitude? Car, monsieur le ministre, vous savez aussi bien que moi que l'opposition à laquelle il s'affronte n'est pas superficielle, que ce n'est pas juste un règlement de compte ou une divergence politique ou politicienne comme on peut en trouver ailleurs. Il s'agit d'un remuement de fond de la société tchadienne. Que feront les Français? Et j'estime, moi, que notre devoir est de multiplier les signes qui nous permettent d'être compris par le peuple tchadien plutôt que par M. Idriss Déby. J'achève, je suis dans mon épure, non, à peine trop loin, pour me joindre à la demande qui a été faite concernant la politique de la France à l'égard des Rohingyas et de la population musulmane de Birmanie, réprimée, déportée, massacrée, sans que la communauté internationale manifeste à ce sujet le même degré de préoccupation qu'elle le fait dans des cas similaires dans d'autres pays.